Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les articles qui ont fait ou feront en tout cas euh, la neuropsychologie de demain et permettront de comprendre les enjeux de l'usage de la réalité virtuelle dans notre pratique. Donc cette fois-ci c'est un article en français que je vous offre. C'est donc un article de Dejos, Sozéon et Nkua qui est sorti en 2012 de l'université de Bordeaux. Qui s'intitule « La réalité virtuelle au service de l'évaluation clinique de la personne âgée, le dépistage précoce de la démence ». En fait, cet article il va vraiment parler de plusieurs choses importantes, notamment tout ce qui est notion de dépistage et de diagnostic, tout en parlant des soucis du handicap et de l'évaluation écologique. Donc, ce qui va être important ici, c'est de poser la question, est-ce qu'on peut dépister de manière précoce et préciser un diagnostic avec nos évaluations ou nos façons de faire de manière classique. Et on va soulever un peu tout ce qui est problème au niveau en fait, de l'évaluation de l'handicap et de l'évaluation écologique justement de cet handicap. Donc, il y a plusieurs choses dans cet article qui sont vraiment extrêmement intéressantes. En tout cas, notamment, moi, tout ce qui est la description au niveau de l'évaluation. Donc l'évaluation pour les auteurs et pour beaucoup d'autres auteurs, c'est un diagnostic des fonctions cognitives préservées et perturbées. C'est un peu vraiment pour faire la part des choses entre ce qui va et ce qui ne va pas. Et grâce à ça, on va pouvoir, à l'aide de l'évaluation, faire la construction d'une stratégie de rééducation, se baser sur ce qui fonctionne pour pallier sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne pas bien. C'est pour ça que généralement on dit souvent à nos patients, il faudrait passer par une mémoire visuelle si vous avez perdu votre capacité à mémoriser les choses verbales. Typiquement, c'est ce qu'on fait. Un autre point, c'est vraiment aussi, c'est de bien spécifier les composantes cognitives qui sont altérées et donc épargnées par les maladies, donc activité langagière, fonction exécutive, etc. Ça va servir surtout au diagnostic différentiel. Quelles sont les pathologies qui sont touchées par telle ou telle... Enfin, quelles sont les fonctions cognitives qui sont touchées par telle ou telle pathologie, et de cette façon-là, on va pouvoir bien segmenter les pathologies dans lesquelles on peut être et dans lesquelles on ne peut pas être. Et ça va surtout permettre de définir et mesurer des capacités fonctionnelles révélatrices du processus d'intégration des différentes composantes cognitives telles qu'elles se manifestent dans les activités quotidiennes. Et c'est là que ça va devenir compliqué, dans nos évaluations classiques, de chercher à comprendre un petit peu la manifestation de nos fonctions cognitives dans notre quotidien. C'est ça qui est extrêmement difficile, mais qui est surtout très intéressant, et c'est là-dessus que vont se pencher un peu même beaucoup, les auteurs. Alors, déjà, première question qu'on peut se poser, en quoi est-ce extrêmement important de faire un dépistage et un diagnostic précoce de la démence? Alors déjà, pourquoi ? Ça va permettre de retarder la maladie, puisqu'en fait, on pourra mettre en place des prises en charge médicamenteuses, voire neuropsychologiques, psychologiques, ergothérapeutiques, beaucoup plus en amont, et donc limiter l'impact, et donc retarder l'installation de la maladie et la mise en institutionnalisation, par exemple. Il faut savoir que une personne qui souffre d'une démence, ça a un coût sociétal important, et donc ça va être extrêmement important aussi de réduire ce coût socio-économique, puisqu'une personne qui a une démence, c'est à peu près 22 000 € par an, et 50% doit être pris en charge par la famille. C'est énorme. Ça va permettre aussi également d'encadrer les personnes et leur entourage, savoir ce qui va se passer par la suite, préparer la suite, etc. La mise en institutionnalisation, ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, avec du coup les consentements éclairés des personnes à ce moment-là. Donc, ce qui va nous permettre également de tout ce qui est planification de la vie de la personne. Qu'est-ce que je veux faire ensuite? Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes désirs, mes envies, mes objectifs, etc. Savoir que c'est extrêmement important. La démence est une des premières, en tout cas une des top 3 des pathologies les plus graves et les plus présentes dans notre monde aujourd'hui. Il faut savoir que toutes les 7 secondes, il y a une personne qui déclare une démence dans le monde. Ce qui va faire qu'à peu près en 2040, si je retrouve les bons chiffres, on devrait être 80 millions de personnes atteintes, ou beaucoup plus peut-être.
Voilà, on est 24 millions aujourd'hui, enfin en tout cas en 2012, 4,6 millions de nouveaux cas chaque année, donc 1 toutes les 7 secondes. Et donc c'est bien ça, on aurait plus de 80 millions de cas en 2040 dans le monde. Et donc, ça c'est pour cette partie un peu évaluation et pourquoi on doit le faire de manière précoce. Mais alors la question, ça va être comment on va le faire. En fait, ce qui va être important, ça va être la notion de handicap. Et ils vont faire une différence entre le handicap et le trouble cognitif. Pour eux, le handicap, c'est l'élément clé du diagnostic. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a, à un moment donné dans notre vie, ce fameux déclin cognitif lié à l'âge, qui fait qu'en fait, on va quand même on peut présenter des troubles cognitifs sans forcément qu'il y ait un handicap dans notre vie de tous les jours, qu'on soit encore capable de faire certaines choses, d'être autonome. Et du coup, la différence aussi, c'est qu'on peut avoir un handicap sans avoir de troubles cognitifs. En fait, c'est extrêmement compliqué parce que l'activité cognitive, elle est complexe et ça ne peut pas se résoudre à une évaluation isolée d'une fonction cognitive spécifique, puisqu'elles peuvent ne pas se manifester dans la vie courante. Parce que peut-être qu'au début, on avait une forte performance dans cette fonction cognitive qui diminue avec l'âge, mais qui reste dans les normes ou dans les limites, ou alors on est capable de compenser. Donc ce qui va être extrêmement intéressant, pour vraiment parler de démence, ça va être cette notion du handicap. C'est le handicap qui va dire qu'une démence arrive, ou est arrivée. Après, ça va être la notion de quelle démence est présente. Là, ce sera l'évaluation cognitive qui nous permettra de faire un peu ces tableaux cliniques. Alors, du coup, grande question, et donc une des questions qui va être importante dans cet article, ça va être la notion de comment évaluer le handicap. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, celle qui est le plus souvent retenue, c'est vraiment c'est l'IADL. Alors, l'IADL, en tout cas en 2012, aujourd'hui je pense que ça va toujours être le cas, il n'y a pas eu de mise à jour. Du coup, on n'est pas forcément au fait des nouvelles normes, ni des nouveaux items d'évaluation. Elle est trop générique, il n'y a pas de distinction entre les pathologies. Le caractère des mesures indirectes, et ils sont aussi trop subjectives. En tant qu'individu, on aura tendance à sous-évaluer nos difficultés, alors que notre entourage aura peut-être tendance à sur-évaluer nos difficultés. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller vers une observation directe. Et cette observation directe, elle va passer par l'observation du handicap. Et ça, c'est une phrase qui avait été, qui est dans l'article que je trouve bien, c'est qu'en fait, le handicap apparaît bien comme un fort indice de dépistage de la pathologie et donc de la démence, et à ce titre, doit être intégré dans l'élaboration de nouveaux outils de dépistage du vieillissement pathologique, ainsi que dans le pronostic d'évaluation du statut cognitif. Ça veut dire que d'office, à minima, l'IADL doit être présente. Après, la question qu'on va se poser aussi, et le gros problème, ça va être comment on va pouvoir améliorer ce questionnaire ou avoir une évaluation plus correcte, de mesurer plus directement les incapacités et le handicap des sujets. Ça va être un peu le challenge des prochaines années pour la neuropsychologie. Et ce challenge, vous vous en doutez, il existe déjà, puisqu'en fait, c'est une solution qui est possible aujourd'hui. C'est ce fameux passage vers la neuropsychologie 3.0, qui est donc la neuropsychologie qui va utiliser les nouveaux outils numériques, notamment et surtout la réalité virtuelle. Donc c'est Evelyn Klinger, qui disait en 2006 que la simulation de situations proches du quotidien permet ainsi de mesurer directement les incapacités et les handicaps des sujets pour mieux dépister des cas de démence. Et ça rejoint déjà des discussions et des articles qui étaient parus en 2001, notamment le professeur Alain et le professeur Legal de l'Université d'Angers, qui déjà se posaient les questions d'un besoin de plus en plus urgent et important de pouvoir évaluer le handicap par une mesure directe dans une situation du quotidien, dans plusieurs situations du quotidien. Et c'est là que ça va être extrêmement compliqué. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la réalité virtuelle, etc. Je donnerai un exemple du type de recherche qu'ont fait ces autres équipes de recherche. Mais en tout cas, il y a énormément d'avantages. Donc ici, je
je ne sais jamais, l'un ou l'autre. Je vais vous présenter un tableau, donc c'est un tableau de Rizzo en 2004 qui va permettre vraiment de montrer les avantages de la réalité virtuelle en neuropsychologie. Donc là, on va pouvoir parler d'environnement plus écologique, contrôler le paramétrage des stimuli et des réponses, la sécurité de la situation et la généralisation des apprentissages. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a toute une mécanique derrière qui peut se mettre en place pour favoriser justement cette généralisation des apprentissages et des résultats. La standardisation des protocoles, ça aussi, c'est extrêmement important. Et l'optimisation de l'implication des utilisateurs. Ça aussi, ça va permettre vraiment d'introduire une aide et une gestion directe des erreurs. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on parle de démence, donc personnes âgées, réalité virtuelle, il y a des problèmes, etc. Oui, effectivement, c'est pas simple d'utiliser la réalité virtuelle avec des personnes âgées, puisqu'effectivement, elles peuvent être parfois un peu technophobes, donc c'est une anxiété à utiliser des nouveaux produits. Le statut perceptivo-moteur, ce sont des personnes qui sont à risque de chute. Le mal des simulateurs, même si c'est marginal et qu'on peut travailler là-dessus. Et la complexité d'utilisation des interfaces homme-machine, donc l'utilisation de la manette, clavier, souris, peu importe. Effectivement, il y a des contraintes à l'usage de la réalité virtuelle chez les personnes âgées. Maintenant, le futur, en tout cas, nous dira s'il n'y a pas la possibilité d'avoir justement cette amélioration, enfin, d'améliorer les technologies de réalité virtuelle pour justement arriver vers quelque chose de plus simple et plus acceptable pour ces populations-là. La réponse est oui, bien sûr. Alors, il va falloir dans ce cas jouer peut-être sur les degrés d'immersion, être sur quelque chose de moins immersif, donc sans utilisation d'un casque, avec des manettes plus faciles, plus ergonomiques, pour essayer justement de diminuer la technophobie, de diminuer le mal des simulateurs. Enfin, on peut jouer sur énormément d'éléments et leur faire tout un apprentissage, etc. Et pour pouvoir diminuer ce risque de chute aussi en utilisant des applications où on pourrait être assis directement, et donc de faciliter un peu ces choses-là. De cette façon-là, on va améliorer notre diagnostic. On va améliorer peut-être la visibilité à long terme de l'impact des troubles neurocognitifs. Une démence qui s'installe, généralement, quand on la détecte avec des tests papier-crayon classiques, c'est que le handicap est déjà présent. Et c'est qu'on est déjà trop avancé dans la maladie pour pouvoir faire quelque chose de vraiment pertinent et d'aidant pour la personne et l'entourage. Ce qu'il va falloir faire, c'est développer des applications en réalité virtuelle, dans lesquelles un patient va pouvoir s'immerger, faire des choses du quotidien, mais d'une certaine façon, à ce qu'à un moment donné, on puisse voir ou faire apparaître un handicap ou pas, bien avant de ce qu'on aurait pu voir via des questionnaires ou des tests papier-crayon. Donc l'objectif, c'est de gagner quelques mois ou quelques années dans le dépistage de la pathologie. Et une fois qu'on a fait ce dépistage du handicap, ça veut dire qu'on a dépisté une démence, on va pouvoir aller plus loin dans le diagnostic, l'enrichir avec une évaluation neuropsychologique classique, écologique, utilisation de la VR, des tests papier-crayon ou des tests informatiques, tout ce qui est après IRM, prise de sang, etc., pour vraiment pouvoir avoir un diagnostic précis de la pathologie. Pour résumer, besoin d'évaluer en priorité le côté handicap pour diagnostiquer de manière précoce une démence. Une fois que c'est fait, je passe sur une évaluation classique pour savoir de quel type de démence on parle. Voilà, donc ça c'est vraiment un article qui pour moi a été extrêmement important dans mon choix de carrière, puisque en fait, je me dis que si on arrive à développer aujourd'hui, comme nous on essaye de faire avec Real-IT, des nouveaux outils pour que vous puissiez être armé face à ces questions-là, ben en fait, si on peut faire gagner quelques années dans le diagnostic, allez, même quelques mois, ben ce sera déjà quelque chose de pas mal pour vous, pour le patient, pour l'entourage, pour la société. Voilà, donc je vous mets comme d'habitude les liens dans la description, comme ça si vous voulez lire l'article, je crois qu'il doit être relativement disponible. Et voilà, n'hésitez pas à venir en discuter, c'est toujours enrichissant de pouvoir parler de tout ça entre nous. Donc voilà, une bonne journée.